I was walking around with Bo in Fondle Park, trying to blow away the clouds so dark. Wishing a warming... Donc voilà, comme Sylvie l'introduisait, c'est vrai que je vais vous parler aujourd'hui d'une discipline assez récente, encore plus de notre côté de l'Atlantique que de l'autre côté. Et donc, je pense qu'il y aura encore un petit peu dans cette présentation, vous le verrez, d'évangélisme, puisque je vais surtout m'attacher à vous expliquer d'abord les tenants et les aboutissants de la stratégie de contenu, savoir comment on y est arrivé dans le web, en vous présentant un peu à propos de notre structure, notre agence We Are The Words, où on fait depuis 10 ans de l'architecture d'information, où on travaille également sur des tests utilisateurs dans tout ce qui est expérience utilisateur, plus au niveau communicationnel et au niveau du contenu, donc éditorial, et où on fait de la stratégie de contenu également. Donc voilà comment, sans le savoir déjà il y a quelques années, il y a 10 ans, on faisait de la stratégie de contenu web. Dans le but toujours, et je pense que c'est là aussi où on se rend compte, puisque ce que je vais essayer de faire, c'est également de voir en quoi la stratégie de contenu est effectivement l'allié de l'expérience utilisateur, puisque notre but en communication également, c'est forcément d'atteindre nos cibles. Je pense que vous l'avez entendu assez aujourd'hui. C'est également l'objectif premier de la stratégie de contenu, même si on le verra. On a un autre objectif également, côté plutôt annonceur du coup, qui est de plus en plus de rationaliser les coûts de production. Au niveau des références, vous avez ici un panel de quelques références récentes où on voit que, je ne sais pas si les autres présentateurs aujourd'hui ont soulevé cette problématique, l'expérience utilisateur, tout ce qui est testing, reste encore, en tout cas selon moi, un peu l'enfant pauvre de nos métiers, puisque très souvent les annonceurs ne veulent pas mettre les budgets dans du testing, estimant que s'ils ont fait appel à des experts, c'est que ces experts savent très très bien ce que les utilisateurs veulent, point final. Donc c'est encore des budgets malheureusement qui sont plus difficilement libérés, et néanmoins qui nous obligent à la fois à l'humilité dans le métier, mais également à chaque fois perfectionner notre pratique. Dernièrement, j'ai donc commis un des premiers ouvrages effectivement en français sur ce nouveau métier, comme on peut l'appeler, quoique je vous le dis encore, on le pratique depuis des années. Et c'est à la faveur justement de cette sortie que j'ai été invitée à intervenir ici. Je vais un peu vous présenter ce qu'il y a de manière générale dans la stratégie de contenu et ce que vous trouverez évidemment dans l'ouvrage. Qu'est-ce qui a motivé peut-être d'ailleurs le renforcement positif de notre métier ou le fait de le formaliser, de l'officialiser? Je pense que les annonceurs ont été très demandeurs aussi ces dernières années face à une surabondance permanente, l'infobésité comme on la dénomme, de la donnée, donc du contenu. Vous voyez ici quelques chiffres qui effectivement nous obligent à un moment à quand même s'asseoir et se dire est-ce qu'on continue de produire pour produire de manière staccanoviste ou est-ce qu'au fond à un moment on rationalise la production, mais pas juste la production, effectivement aussi la rentabilisation de la production éditoriale et simplement de la communication en ligne, pour autant qu'on appelle ça d'ailleurs la communication. Ce qui n'est pas encore toujours le cas, puisque bien souvent, on a encore tendance à oublier que le web est un média, et ça n'est pas simplement un autre support où on va prendre des choses qui existent ailleurs sur une plaquette et juste les transposer. Donc il y a une explosion exponentielle effectivement de la data, avec d'autres éléments qui, effectivement, nécessitent une intervention d'experts, de spécialistes, pour autant qu'on veuille, je vous le dis, rationaliser. C'est la quantité, donc c'est les volumes, effectivement. C'est la chronotypicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller annoncer qu'il y a un avion qui s'est écrasé sur l'Hudson, si vous le faites 2 jours après que c'est arrivé, ça n'a plus de sens, évidemment. Donc il y a la question de l'actualité, de l'immédiateté de l'information qui nous oblige aussi, du coup, à mettre en place des mécanismes d'actualisation, des mécanismes de tri de l'information. La profondeur des interfaces. On crée aujourd'hui effectivement une interface, un média, un promo-site ou un site public qui très très vite aura tendance, parce que tous les départements qui travaillent encore très souvent en silo vont ajouter leurs informations, et donc on se retrouve avec une sorte de gros pneu rustiné dans tous les sens et où forcément on risque pas de retrouver son information. Donc il y a une question là aussi simplement de travailler non pas sur la vitrine, c'est-à-dire la page d'accueil et les pages d'aperçu d'orientation suivante, mais aller jusqu'au sous-sol et jusque la grande profondeur de
des sites et aussi forcément dans l'écosystème des sous-sites et de toute la constellation en ligne. On parle justement de constellation, il y a une satellisation de plus en plus importante. Je vous le dis, on parle de travail encore très très fort en silo. C'est aussi d'ailleurs l'aspect humain qui nous a poussé les content stratégistes au fond, à monter au front. C'est le problème au fond que vos départements ne vont pas nécessairement collaborer et donc chacun va y aller de son promo-site, va y aller de son blog, va y aller de sa page Facebook. Il m'arrive très souvent d'aller chez des clients qui ne savent pas qu'ils ont une page Facebook. Et l'entreprise a effectivement une page Facebook. Donc la satellisation oblige aussi, de nouveau, à essayer de garder ou en tout cas de mettre en place une maîtrise de sa présence en ligne. Et enfin, la contextualisation, à savoir qu'une même information doit aujourd'hui, pour en tout cas un pourcentage de vos audiences, être accessible sur le mobile, sur la version en ligne, et quand on est dans le cas d'un site de presse, par exemple, après aussi sur le papier. On regarde, il y a eu encore très dernièrement des recherches qui ont été effectuées. On va avoir une certaine audience qui va, pour lemonde.fr, ou pour Le Monde en tout cas, à la fois utiliser les alertes du mobile, aller sur la version mobile, basculer sur la version en ligne, et après, voire même, surtout quand il y a des affaires comme DSK, acheter au kiosque en rentrant le soir, évidemment. Donc, effectivement, on a une situation qui ne pouvait que favoriser l'émergence au fond, de pratiques de gestion, de gouvernance de contenu. Et enfin, au niveau des contenus, effectivement, on se dit aussi que le souci qu'il y avait, si on veut garder la marque de fabrique de l'annonceur, on a toujours 3 sources possibles pour un contenu. C'est du texte propriétaire, mais ça veut dire que ça peut être aussi un manager qui, lors d'une conférence, parle de sa vision, donne son opinion. C'est aussi du contenu, c'est du contenu de l'annonceur. On a tout ce qui est user-generated content, les contenus générés par les utilisateurs, que ça va être l'étoile de « je recommande cet article » jusqu'au commentaire, en passant effectivement par le « j'aime Facebook » et autres remontées donc, qui sont des contenus générés par les utilisateurs. Et ça va être aussi les contenus tiers, c'est-à-dire ceux qui sont produits par des freelances, par des webwriters, par des journalistes, par donc des sources qui sont externes à l'organisation de l'annonceur. Ça veut dire aussi que puisqu'on peut avoir sur une même plateforme 3 sources différentes, comment va-t-on garder le tone of voice, comment va-t-on garder effectivement ce branding, cette cohérence, cette utilité, cette pertinence de l'information. Ça, c'est quelque chose, c'est un graphique qui a été commis par Gary McGovern il y a déjà un paquet d'années, puisque ça date de 2002, je pense, 2001-2002, dans son ouvrage Content Critical, qui déjà alertait au fond les annonceurs sur leur rôle d'éditeur. Voilà, on n'est pas juste là pour crier sa voix, pour au fond conquérir l'ouest du web, on est là également avec une obligation de qualité et de pertinence éditoriale, et il y faisait, à travers ce graphique, simplement la mention que autant en termes de coût qu'en termes de qualité, il y a des distinguos à faire entre la simple gestion de données. Souvenez-vous d'ailleurs à l'origine, qui s'occupait effectivement des sites web, c'était bien souvent les équipes IT. Ça a petit à petit évolué. Aujourd'hui, on se retrouve encore très souvent dans des organisations avec, vous savez utiliser Word, oui, ben vous ferez le contenu sur le site web. Donc on est très fort encore dans un système où, au fond, la qualité ou simplement le métier du contenu n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Or, effectivement, même avec l'apparition des systèmes de gestion de contenu, on se dit « Ah ben ouf, on a la solution ». Mais évidemment, un système de gestion de contenu. Sauf que ça reste un système et qu'il faut effectivement derrière quand même un esprit, une empathie aussi très souvent. C'est peut-être une des grandes qualités d'ailleurs des web rédacteurs forcément, mais des experts en stratégie de contenu aussi, puisque, comme on l'a vu, c'est une question de sentir et de répondre aux besoins des utilisateurs. Et enfin, on arrive, je vous le dis, dans le cas idéal, à un vrai métier de publication et une vraie responsabilité à cet égard-là. Quelques chiffres, je ne suis pas du tout douée en chiffres, donc je ne m'attarderai pas sur ces 2-3 slides, mais je les trouve quand même intéressants. Pour peu qu'on se dise qu'on est effectivement dans un métier de publication,
à savoir que là, on va épouser effectivement le traditionnel cycle de vie éditorial qu'on aura dans les métiers de l'édition. On va distinguer 3 étapes par rapport à une information. La donnée brute, là, on est au niveau de la création, ça va être un expert, un ingénieur, un biologiste, un avocat par exemple, qui lui amène sa science, sa connaissance, son expertise. Et puis il y a l'édition, qui est au fond un peu là c'est le transporteur, le transmetteur du message, qui va peut-être lui écrire vraisemblablement pour l'audience, parce qu'il connaît mieux l'audience, parce qu'il peut simplifier le langage, parce qu'il est plus proche effectivement, parce que peut-être il aura davantage la capacité à raconter une histoire, parce que c'est un peu ça au fond tout l'enjeu effectivement d'une bonne écriture, que ce soit hors ligne ou en ligne d'ailleurs. Et enfin l'aspect de la publication. Alors auparavant, effectivement, on avait les webmaîtres, webmasters, qui faisaient tout d'ailleurs. C'était un peu les Rémi Bricard. Hein. Aujourd'hui, on comprend aussi qu'en termes de publication, il y a non seulement une responsabilité du webwriter d'aller voir en ligne avant de publier ce que ça donne, et enfin, il y a la responsabilité du webmaster, qui peut-être au départ n'a pas été, lui, formé non plus à cette sensibilité, à simplement ajouter au fond l'ergonomie formelle et l'aspect, effectivement, les exigences formelles du webcopy, sachant qu'un texte à l'écran a effectivement, est effectivement nécessairement lisible au sens de legible en anglais, c'est-à-dire une lisibilité formelle. C'est au fond, au niveau de la publication, ça va être le metteur en page dans un schéma de cycle de vie d'une publication hors ligne. Et si vous le voyez, les petits zéros en rouge, c'est que si on n'investit pas, soit dans la création, c'est-à-dire pour avoir la pertinence et la correction du propos, de l'information, si on n'investit pas dans l'édition, c'est-à-dire cette translation dans un langage simplifié, orienté utilisateur, et si on ne prend pas soin, effectivement, que cette histoire bien racontée, simplifiée et universalisée, entre guillemets, ou à tout le moins ciblée, orientée, si on n'investit pas dans ces 3 postes, on arrive à un résultat, malheureusement, qui va à l'encontre de la qualité maximale et optimale pour une publication, puisque tous les autres efforts qu'on aura investis seront finalement sabotés. Autre exemple, qui est très important, et pourtant c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire passer auprès des annonceurs, c'est la question d'investir dans le contenu et dans la production d'un bon contenu, parce que si nous, on n'investit pas dans ce temps-là, ce sont nos utilisateurs qui doivent l'investir. C'est-à-dire que si vous comptez effectivement le nombre de documents fois le temps de production, et qu'on se dit, on met chacun 10 minutes pour faire son document, et que, effectivement, après, avec ces mêmes documents, par lecteur, on calcule le temps de lecture, on voit un résultat qui, si on a un temps de production qui est plus élevé à la base, parce qu'on y met plus de scrupules, plus de rigueur, plus de labeur, certainement, et peut-être qu'on se pose des questions. À qui je m'adresse? J'ai entendu juste dans la présentation précédente les quoi, les comment, les pourquoi. Toutes ces questions essentielles, d'ailleurs, notre cerveau est juste formaté pour ça, de savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi, quand. Donc en se posant les bonnes questions, et ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi évidemment aujourd'hui tout l'aspect, on va dire, caché de l'iceberg, les métadonnées, l'aspect formel effectivement, le référencement, mon H1, mon H2, ma bullet list, mon maillage interne et compagnie. Donc on se dit au final que ça fait beaucoup plus de temps de production, mais néanmoins, au final, ça fait beaucoup moins de temps, effectivement, pour l'utilisateur qui ne va pas passer de la page d'accueil à une page de profondeur, repasser par la page d'accueil, repasser par la case départ, mardi tu tournes à gauche et finalement je quitte le site et je ne reviendrai jamais. Mais ça, en fait, l'annonceur, il y a encore très souvent, il s'en fout. Il se dit, nous on met le temps, effectivement, l'utilisateur, s'il veut, il trouve, point. J'ai même parfois aussi des gens, et après je les comprends, puisqu'on leur a dit, tu sais utiliser Word, tu écriras sur le site. Et lui dit, non, moi je me suis cassé la nénette pendant 3 jours à écrire ce copie. Si l'utilisateur y trouve pas, il a qu'à y passer 3 jours aussi. Hein. C'est pas mon cœur de métier, moi. Donc il y a un souci des deux côtés. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des évangélistes comme nous, des Don Quichotte. Alors, donc on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'aujourd'hui le contenu c'est un service. On a dit il y a 10 ans, on continue de le dire d'ailleurs de manière un petit peu, parfois un peu abstraite, comme ça, le contenu est roi. Je pense que c'est le client qui est roi, c'est l'utilisateur, l'internaute. On parle d'expérience utilisateur aujourd'hui d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout, on se rend compte que ce contenu est ROI.
retour sur investissement, return on investment, davantage que ROI. Et donc, effectivement, on est obligé de faire avec ça, et les annonceurs, en tout cas les grands annonceurs, s'en rendent de plus en plus compte, avec une autre réalité aussi, de plus en plus, que le push, effectivement, détrône le pull, et que c'est encore plus, si on veut investir dans ce push, qu'on doit travailler sur l'indexation, syndication, réutilisation, dérivation des contenus. Donc vous voyez qu'on a suffisamment de raisons d'essayer d'organiser un petit peu tout ce qui tourne autour du contenu, puisqu'en plus le contenu c'est quand même un petit peu ce qui fait la chair du site, ou de toute interface web d'ailleurs. Sans contenu, c'est un peu comme j'ai l'habitude de dire, une bière sans mousse ou un baiser sans moustache. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'être dans un processus de gouvernance, de bonne gouvernance, de stratégie. D'ailleurs, en communication aussi. Je sais que la communication a beaucoup peiné à faire valoir ses droits, ses lettres de noblesse, son utilité également. On essuie les mêmes plâtres aujourd'hui. Mais au fond, on a aussi effectivement à la fois des forces communes et beaucoup d'expériences en commun. Et on le verra avec d'autres métiers également. Donc, comment est-ce qu'on va organiser cette stratégie, cette approche de bonne gouvernance, comme toute bonne stratégie en général, c'est-à-dire avec des phases qui sont une phase d'audit, une phase stratégique en tant que telle, de planification, d'outils tactiques, une phase de production et une phase d'entretien. C'est un schéma, c'est une proposition ici. Certains vont séparer le cycle en 5 étapes, vont distinguer l'audit de la planification de l'aspect stratégique, mais en général, on s'accorde à dire qu'il y a en tout cas un trajet beaucoup plus long que la simple production, la simple reproduction de contenus qui nous viennent d'ailleurs. Au niveau des audits, vous l'aurez entendu et vous le savez depuis longtemps, on va revenir avec forcément les mêmes aspects, c'est-à-dire les besoins et objectifs de l'annonceur, ça forcément, mais également les besoins et objectifs des équipes et des cibles forcément, les formats éditoriaux aussi, les inventaires des contenus. Je parle là, attention, bien au niveau de la stratégie de contenu, parce que je vais vous amener après vers, au fond, les outils que nous, on utilise en général pour essayer de mettre en place, d'abord, pour simplement valider notre travail au sein d'un projet web, et puis aussi pour voir qu'on n'est pas juste avec effectivement de la poésie et des idées sur un coin de table, mais qu'on a vraiment des outils qui s'utilisent et qui généralement viennent documenter tout l'aspect du projet tout au long de son cycle de vie. Au niveau de la stratégie, on va avoir forcément tout ce qui est la ligne éditoriale, la charte éditoriale, le calendrier de publication, le comité éditorial, la chaîne éditoriale. Donc on voit qu'on est effectivement dans des choses très sérieuses et c'est plus juste, comme on a aussi très souvent malheureusement l'habitude de le voir, le projet web se termine, on est à 3-4 semaines, oh, le contenu. Vite, on appelle un webcopy. Voilà, on a plus ou moins 50 pages à 4. Tu seras payé autant du signe. Est-ce que tu veux bien faire notre contenu? Et où, en général, alors que à ce moment-là, on est là. Et si on est un bon, effectivement, webwriter, on aurait envie de pouvoir travailler sur les aides à la lecture, sur la profondeur éditoriale, sur le relief éditorial, sur le guidage, sur le maillage, sur le référencement naturel. Et on se retrouve avec des canevas de pages qui ne le permettent absolument pas. Et donc, en général, une fois que le projet est terminé, on ne l'ajoute pas dans son portfolio. Donc, après la stratégie, on a la production. La production, c'est quoi? C'est trouvabilité de l'information. La trouvabilité, ça va à la fois au niveau interne, effectivement, au sein d'une interface, et forcément sur le web de manière plus générale. La cohérence éditoriale, je vous disais tout à l'heure, 2-3 départements qui vont participer à un même projet éditorial devront effectivement s'entendre sur la terminologie utilisée, la manière d'aborder l'utilisateur. Est-ce qu'on sera dans du nous, du vous? Est-ce qu'on sera dans du l'annonceur vous annonce avec plaisir que ceci, que cela? Est-ce qu'on est effectivement, ou est-ce qu'on prend le parti que pour chaque rubrique, chaque section du site, on aura des tonalités différentes, peut-être aussi parce que les audiences sont différentes et qu'on mélange le B2B, le B2C, pourquoi pas? En tout cas, il faut effectivement travailler sur la granularité de cette cohérence éditoriale. Forcément, la lisibilité et l'utilité, lisibilité aux deux sens du terme, legibility comme je l'évoquais, et puis readability, c'est-à-dire le côté, la compréhension de l'information. Et enfin, la qualité du contenu. Alors, on peut débattre des heures sur ce qui fait la qualité du contenu.
On a des grilles aussi qu'on utilise dans les audits éditoriaux ou dans des plans stratégiques sur ce qui va qualifier effectivement le contenu. Ça va être la pertinence, ça va être son originalité, son côté idiosyncrasique, à savoir qu'on reconnaît l'organisation. Si vous regardez généralement les campagnes de Benetton, on voit à toutes les images de Benetton que c'est du Benetton. Eh bien, on peut aussi, au niveau éditorial, travailler effectivement sur cette idiosyncrasie, sur cette reconnaissance de la marque immédiate. Et puis, il y a l'entretien. Là encore, très souvent, dans la réalité, c'est « Oh, on a fini avec ce projet. Maintenant, on peut souffler. » Ah ben non, c'est là que tout commence, évidemment. C'est là qu'il faut effectivement travailler au long cours sur... Et c'est peut-être d'ailleurs un dommage, notamment pour les producteurs de contenu, qui bien souvent se sentent dans une position un peu d'ingratitude, c'est qu'ils n'ont même pas accès du tout au succès de leur page. Ils ne savent pas combien de fois leurs pages sont visitées, pas visitées, quels liens sont cliqués sur leur page, que s'ils changent un mot et demi dans leur titre, peut-être qu'ils auront une augmentation effectivement de fréquentation. Et tant qu'ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ceci étant, ça montre aussi que l'expert en stratégie de contenu est vraisemblablement là pour accompagner et guider les producteurs de contenu en tant que tels, donc c'est-à-dire les auteurs et les éditeurs, et pour les aider effectivement à chaque fois améliorer leur production. Sauf que, une fois de plus, dans la réalité, c'est une question évidemment de coût. C'est que bien souvent, ceux qui vont mettre du contenu sur le site, soit travaillent à l'arrache, soit n'ont pas le temps, soit, et on le voit très très souvent effectivement, sont en sous-ressources et n'ont pas de backup, tout simplement, n'ont pas de support derrière. Donc c'est comment aussi faire avec ce qu'on a, avec les ressources existantes. La charte éditoriale, évidemment, qui est plus aussi une charte rédactionnelle pour les producteurs en contenu, tout l'aspect formation, et je ne parle pas d'une demi-journée de écrire pour le web, évidemment. Je parle d'un programme complet qui, avec le comité éditorial, va permettre aussi d'optimiser et simplement de répondre à des vraies questions. Parce que leur dire la pyramide inversée, les 5 W, la scannabilité, la balayabilité des phrases simples et des pages courtes, c'est facile, mais quand on doit faire long, quand on a des choses qui, a priori, effectivement, sont du jargon et doivent rester du jargon, quand on ne sait pas ce que c'est une ancre parce qu'on n'a jamais fait de bateau, on a effectivement le problème de se retrouver face à des ressources qui n'ont pas les moyens de faire mieux alors qu'elles pourraient faire mieux. Donc vous voyez que le cycle est long, et alors ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que c'est un cycle très vertueux, c'est qu'une fois qu'on a fini, eh bien, on recommence. Alors, ceci étant dit, je suis là pour parler aussi de l'expérience utilisateur, et pas juste l'expérience des experts en stratégie de contenu. En quoi, et je le crois effectivement, il y a un grand amour entre l'un et l'autre. En quoi les éléments de l'expérience utilisateur sont très, très, très en affinité avec les éléments de la stratégie de contenu. À ce propos, je crois que c'est Erin Kissan qui a écrit effectivement Elements of Content Strategy, qui d'ailleurs par rapport à Elements of User Experience, vous le verrez si vous avez l'occasion de le lire, sont très de mèche et sont effectivement très complémentaires. Si on reprend de cet ouvrage-ci, alors évidemment il y en a beaucoup, j'apprécie assez celui-ci, le Elements of User Experience, parce qu'il est court, parce qu'il est efficace, parce qu'il est au fond très très bien expliqué. C'est un petit bouquin assez efficace de Jesse James Garrett. J'adore en plus son nom, Jesse James. Je pense que entre Don Quichotte et Jesse James, on ne pouvait effectivement qu'apprécier un autre évangéliste. Donc, qu'est-ce qu'il a, lui, comme formalisation, on va dire, du cycle, du trajet de l'expérience utilisateur? On part de la stratégie, qui est au plus abstrait, et puis on va travailler sur la portée du projet. Ensuite, on peut structurer le concept, la proposition, la pensée, et on peut après vraiment architecturer, donc mettre un squelette sur les pages, sur l'information, sur la communication qu'on va vouloir élaborer. Et enfin, on termine par travailler sur la surface. Et au fil, effectivement, de l'avancée du projet, on rentre de plus en plus dans le concret. À partir de là, on peut très très bien se dire qu'on reprend le schéma que je proposais tout à l'heure. On est effectivement, on avait, souvenez-vous, audit,
on avait stratégie, production et puis entretien, on peut très bien effectivement essayer de recaler les choses, c'est-à-dire on n'est pas loin d'avoir le même discours, on parle des choses au départ, la stratégie c'est forcément aller voir, faire l'inventaire de l'existant, des besoins, des requis, des prérequis, et puis travailler sur la portée du projet, architecturer, structurer effectivement, et d'ailleurs c'est dans l'autre sens, structurer squelette, et puis arriver sur la surface, et l'entretien c'est aussi la surface. Souvenez-vous, je vous parlais de charte éditoriale, d'amélioration, c'est là qu'on est au fond au plus près de l'utilisateur dans l'entretien quotidien. C'est là qu'on va pouvoir optimiser en utilisant des outils tels que le Google Website Optimizer, où on voit d'ailleurs au niveau éditorial ce qu'on peut améliorer. Donc on est dans des choses qui sont assez effectivement complémentaires. Et c'est d'ailleurs Jesse James Garrett qui dit « La seule chose la plus importante que les sites web peuvent apporter à leurs utilisateurs, c'est du contenu que ces utilisateurs trouvent utile. Des contenus qui ont de la valeur. » Et c'est effectivement le plus important, chaque fois qu'on commence à écrire quelque chose sur un site, c'est se dire quelle est la valeur ajoutée du contenu ici, par rapport à une brochure, par rapport au catalogue papier, par rapport à d'autres supports de communication, d'autres médias. Donc ça, c'est ce que dit Jesse James Garrett. Et dans mon bouquin, je parle pas mal de l'expérience utilisateur en disant que le wording, donc le wording c'est quoi? C'est effectivement tout le vocabulaire qui va être utilisé, le tone of voice, la tonalité, la manière effectivement de s'adresser aux utilisateurs, ça va dans les libellés aussi. Ça va aller jusque effectivement dans ce que j'en appelle la navigation de contenu, les boutons. On l'a vu tout à l'heure notamment dans la présentation précédente, l'importance de ce wording, de ce vocabulaire, fait aussi partie de l'ergonomie éditoriale en ce qu'il participe à l'expérience utilisateur. Il va de soi que les boutons, plus ils sont simples et intuitifs, plus effectivement ils aident l'utilisateur à naviguer sur le site. Alors, c'est pas tout de dire ou de prendre comme postulat qu'il y a beaucoup de choses communes et beaucoup d'affinités entre l'expérience utilisateur et la stratégie de contenu. C'est qu'on a effectivement des outils et des méthodes réellement en commun, tels que les personas. Nous aussi, effectivement, on utilise les personas, donc ces profils types qui nous permettent effectivement, en sachant qu'on a 2, 3, 4 audiences particulières auxquelles on s'adresse, eh bien, en sachant cela, en connaissant leurs intérêts, leurs besoins, leurs comportements et leurs relations à l'annonceur, on va pouvoir effectivement trouver une tonalité, une manière de se positionner et proposer aux créateurs de contenu, aux rédacteurs, des manières de se positionner sur l'éditorial. Et forcément qu'on ne se positionnera pas de la même manière sur une page Facebook, sur un blog, sur un promo-site, sur des pages corporate. Donc là, on utilise nous-mêmes effectivement ces personas. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi, au long cours, effectivement, de revenir à certains moments auprès des rédacteurs en comité éditorial en disant « Dis, n'oublie quand même pas Chantal, hein. On doit aussi écrire pour Chantal. Hein. Ah oui, mais moi je croyais que j'écrivais pour Georges. Ah mais tu écris aussi pour Georges. » Donc on a effectivement cet outil-là qui est très utile, assez difficile à mettre en place, sachant que ça prend aussi... Normalement, on a toujours, les équipes de marketing ont au moins des données qui nous permettent de nous aider à constituer des personas. Mais en tout cas, effectivement, même si ça prend un peu de temps et qu'il faut formaliser ces personnages, on en gagne beaucoup après. Évidemment, le plan de site, essentiel pour nous aussi, pour organiser nos pages, la longueur des pages, la granularité de l'information, j'en ai déjà parlé, pour savoir au niveau, de nouveau, des libellés. Parce que forcément que si on a des libellés dans le plan de site, dans les rubriques, dans la navigation, ben, il va falloir nous-mêmes que dans notre contenu, on utilise les mêmes libellés. Quand on renvoie, quand on travaille sur le maillage interne, on va devoir effectivement travailler là-dessus aussi. Et donc forcément accompagner une fois de plus toute l'équipe éditoriale sur, à se familiariser avec ces libellés, avec cette navigation, et bien avoir en tête comment organiser l'information, la localiser, puisque c'est souvent effectivement une question de localisation. Il faut toujours, même si chaque page en tant que telle, au niveau éditorial aussi, a un objectif particulier, c'est de savoir qu'on écrit toujours effectivement dans un environnement et au fond d'avoir conscience de cet environnement. Les maquettes aussi, et voire même, c'est pas juste des outils que nous on va utiliser après que ces maquettes sont faites, après que le plan de site a été élaboré, puisqu'on participe en tant qu'expert en stratégie de contenu à l'organisation de l'information.
À partir du moment où on y participe, forcément qu'on a là aussi son mot à dire sur « attention, moi je voudrais, parce qu'on a des pages assez longues, je voudrais travailler sur 3-4 niveaux de titres. J'ai besoin d'un H1 jusqu'à H4. Il me faut une CSS qui soit suffisamment sophistiquée pour mettre des citations, 2 types de tableaux, 3 types avec indentation de liste à puces, parce que j'ai effectivement des contenus qui sont très riches. J'ai besoin d'aide à la lecture telle qu'une chandelle, un encadré, etc. Si j'ai une maquette qui, comme très souvent, effectivement, va être travaillée au niveau du tronc commun, de tout ce qui est autour, le header, le footer, qui est souvent un foutoir d'ailleurs, le tronc droit, et qu'après j'ai mes pages de contenu, très souvent aussi, qui sont vides, voilà, qui retombe plein. C'est joli, t'as plein de place. Mais après, et d'ailleurs, très souvent, on a aussi des créateurs de contenu qui ne savent même pas qu'ils ont des styles à leur disposition, ou qui ne s'en contentent pas d'ailleurs. Donc là, on travaille aussi sur l'organisation, effectivement, de ce bloc central de contenu. Et puis, évidemment, tout ce qui est zonage. Donc, sur la page, on parlait de la ligne de flottaison. Sur la page, c'est de savoir comment, sur les fiches produits, parce qu'on va évidemment travailler sur des modèles de contenu pour aider ces rédacteurs, de savoir que toutes les pages destination Europe du site de la SNCF vont commencer par une introduction sur les avantages de choisir, 3 avantages de choisir la SNCF pour partir en Europe, et puis après sur à qui ça s'adresse, et puis après sur les partenariats, et puis après, donc on va formaliser pour chaque type de page, chaque type de rubrique, effectivement, les contenus, mais aussi leur séquençage, c'est-à-dire leur déroulement. Et donc, à partir de là, on a effectivement une meilleure vision et puis simplement une meilleure prise aussi sur notre capacité à réellement faire passer le message. En parlant de modèle de contenu, c'est nous qui allons effectivement permettre à l'annonceur et du coup à ses ressources après de travailler sur des documents, même pour les auteurs qui sont les ingénieurs, les avocats qui vont vous dire « Ah ben non, moi je ne touche pas au CMS, moi je suis un ingénieur ». Et donc, eux, qu'est-ce qu'on va leur donner? Un document Word dans lequel ils ont titre, sous-titre, ça ils comprennent, titre de l'article, tag description, ça devient un peu plus compliqué, mots-clés secondaires, mais par contre, en formation, on peut leur dire aussi, tout bon rédacteur va commencer par simplement penser au message, au concept clé de son article. Donc, trouve tes 5 mots-clés, tu trouveras le déroulé de ton texte, ou en tout cas, tu trouveras ce que tu as à dire dans ton texte, et puis le déroulé, ça s'organise effectivement en fonction de l'organisation de ces mots-clés. C'est pas juste pour Google, ça. C'est également pour structurer son propos. Et puis alors, le corps de texte est terminé par un incitant à l'action, c'est-à-dire ne pas laisser là l'utilisateur, effectivement, lui dire, voilà, continuez, poursuivez votre expérience sur notre site et allez chercher d'autres informations complémentaires. C'est souvent ce qu'on voit sur les sites, les aller plus loin ou les quick links. J'ai toujours trouvé ça très drôle, les rapid links et les quick links, comme s'il y avait des slow links d'ailleurs sur le web. Après, on intervient, donc là c'était les modèles de contenu plus dans Word, par exemple, ou en tout cas de manière, on va dire, très en esquisse et donc très tôt dans le projet. On intervient après carrément dans les maquettes, c'est-à-dire les templates, les gabarits de pages pour le CMS, avec une variété infinie selon d'ailleurs les CMS qu'on peut utiliser, avec des blocs et où on va pouvoir jongler au fond en créant une variété beaucoup plus grande de pages à partir de blocs de contenu. Et donc on va vraiment là de nouveau travailler sur une incrémentation des contenus, de nouveau sur la granularité. Tout ça, c'est aussi l'expert en stratégie de contenu qui va pouvoir aider l'architecte de l'information, aider l'expert en expérience utilisateur, le designer, le graphiste web à mettre tout ça en musique. Le plan de contenu aussi, pour autant qu'il ait été fait à la base, on va forcément intervenir, peut-être davantage sur l'aspect qualitatif du plan de contenu, savoir effectivement quel contenu on va reprendre en l'état, en le raccourcissant, en le changeant complètement, quel contenu va être effectivement complètement supprimé parce qu'il n'est plus utile, parce qu'il est très peu utilisé, parce qu'il y a 2 clics les 6 derniers ou 6 mois, mais justement, il y a 2 clics. Donc là, c'est plus un travail, si vous voulez, sur l'inventarisation, effectivement, mais ça nous permet de nous positionner, nous, et au fond aussi à l'annonceur, de prendre ses responsabilités et d'évaluer la charge de travail par la suite. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'était quelques-uns des outils qu'on a en commun
Alors, ça ne veut pas dire, je vous le dis, et ça c'est peut-être au fond l'aspect le plus important, c'est pas qu'on doit les reprendre une fois qu'ils ont été élaborés par les autres équipes et que nous, voilà, on compulse la documentation, on se plonge dedans et puis on intervient, parce que ça c'est le rédacteur web qui fait ça. C'est qu'on est censé effectivement commencer au tout début du projet, c'est-à-dire au moment du kick-off, du lancement, du projet de lancement, parce que là déjà on peut intervenir mais qu'est-ce qu'on a à dire, c'est quoi les objectifs de communication, quels outils on a au niveau éditorial pour le faire, comment on pourrait effectivement mettre en place une stratégie éditoriale, une ligne éditoriale qui soit particulière, et peut-être que au fond ça vaudrait le coup dans cette refonte de ne pas travailler juste sur l'ergonomie, juste sur la simplification de la navigation, mais d'aller plus en profondeur effectivement et de travailler aussi le message, de travailler aussi le contenu, sachant que quand même, depuis les débuts du web, quand on voit toutes les recherches en expérience et satisfaction utilisateur, le contenu, donc la qualité du contenu, intervient en général pour les utilisateurs comme premier, deuxième critère au fond, d'utilisabilité, de satisfaction. Aussi au niveau des tests utilisateurs, évidemment, on peut intervenir. Là, l'aspect le plus important, c'est vraisemblablement la question de savoir comment les utilisateurs parlent de l'annonceur, quels mots ils utilisent. Et en sachant les mots qu'eux utilisent, ça va nous permettre, nous, de développer une ligne éditoriale, un thésaurus, un vocabulaire contrôlé qui utilise ces mots-là. Je vous donne un exemple. On a fait une petite recherche en Belgique. La plupart des constructeurs automobiles ont sur leur site un petit module qui s'appelle « Chercher un dealer ». Parce que chez nous, figurez-vous que les constructeurs automobiles font aussi de la drogue. Et on s'est rendu compte que chercher un dealer avait beaucoup moins de succès que chercher un garagiste ou chercher un vendeur. Mais néanmoins, Toyota, BMW, VW et compagnie continuent à vendre de la drogue. Donc tout ce qui est label, effectivement, est très important. Et puis alors, il y a le côté utilisateur, effectivement, finaux, mais nous, pour les experts en stratégie de contenu, on a un autre utilisateur aussi, ce sont les parties prenantes, c'est-à-dire, effectivement, les gens qui ont à la fois tout intérêt que le projet réussisse, ou simplement qui ont la responsabilité auprès du client que ce projet réussisse, avec, comme vous le voyez, bien souvent, ils ont beaucoup de desiderata et beaucoup d'exigences, effectivement. Donc, on a, nous, des clients internes et les clients externes, comme les autres parties prenantes externes du projet, évidemment, designers, développeurs et autres. Mais ce sont aussi des séquences, des sessions où nous aussi, on peut et on doit être présents vraisemblablement. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que jusqu'ici, au fond, il était admis que tout ce qui est l'information sur le web, c'était du knowledge management, donc de la gestion des connaissances, du design interactif, c'était effectivement de l'expérience utilisateur, du design expérience utilisateur, c'était forcément aussi tout ce qui était plus marketing, le brand marketing, c'était le customer relation management, on va gérer la relation client beaucoup plus à travers l'information, et puis peut-être que bientôt, grâce à des interventions comme Outre-Atlantique ou comme ici, de plus en plus, comme le forum l'année dernière, comme il sera à Londres en septembre, le content stratégiste, en bon Don Quichotte, viendra pourfendre ce système une fois pour toutes. Voilà.